Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, le Mali coura, croyez-vous-y. Et pour en parler, nous sommes ce soir avec Monsieur Mamadou Diouara, sociologue et chercheur. Monsieur Diouara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Notre second invité est M. Abdraman Kaw Diallo, secrétaire à la communication du parti PACP, Parti pour l'action civique et patriotique. M. Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous Merci. Aussi en compagnie du docteur Bakary Toumagnon, sociologue spécialiste en santé publique internationale et consultant. Docteur Toumagnon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lisa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Et enfin, mesdames, messieurs, notre quatrième invité est monsieur Youssouf Mohamed Bachili, alias Ouras Bach, porte-parole du CDR. Monsieur Bachili, je vais utiliser les deux pendant l'émission. Monsieur Bachili, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, monsieur Diouara, alors nous avons vu un président de la transition. Nous avons vu un vice-président, nous avons vu un PM de la transition. Peut-on dire pour ces raisons que nous sommes en pleine transition, mais en même temps, nous attendons le gouvernement, nous attendons le Conseil national de transition. Alors, doit-on conclure que nous sommes toujours dans la période pré-transitoire? Merci beaucoup, M. Dissa. Je pense que votre question a sa réponse en son sein. Oui, nous sommes dans la transition, parce que la charte de transition a été validée. On a procédé à l'investiture officielle et formelle du président sur la base de la charte qui a été lue par la Cour suprême en l'occasion. Nous avons assisté également à la nomination du Premier ministre. En ce moment, les pourparlers sont en cours pour la formation du gouvernement. Et je pense qu'on peut formellement dire qu'on est dans la transition. Pour autant, la charte de transition prévoit en son article 23, si je ne me trompe pas, que le CNSP prend toutes les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement des pouvoirs publics jusqu'à l'installation des organes de transition. Étant entendu que tous les organes de transition ne sont pas encore installés, eh bien, on va devoir encore attendre l'installation du gouvernement et du CNT pour voir définitivement cette période-là bouclée et la transition partir sur ces 4 roues. Pour le moment, elle n'est pas effective totalement. Non, elle n'est pas totalement effective, mais elle l'est partiellement. D'accord. Voilà, donc on est dans une période, on va dire, double, qui est un peu à cheval, quoi. Voilà, donc on a la transition qui commence déjà, qui est en exercice avec les institutions installées, mais on a le reste de la transition qui attend d'être installé et pour lequel l'acteur CNSP cité par la charte reste encore en exercice jusqu'à ce que tous ces organes soient installés. D'accord. Voilà. Monsieur Diallo, alors finalement, que va-t-il falloir attendre en définitive de cette transition? Parce que quand on demande aux Maliens les missions à assigner à cette transition, chacun y va de sa liste et une période transitoire par définition quand même est limitée dans le temps. Elle est courte, la nôtre 18 mois, c'est ce qui est quand même pour l'instant admis. Mais quand on écoute les Maliens, on parle de tellement de choses. Alors finalement, que faudrait-il attendre de cette transition en termes de mission selon vous? Merci pour la question. Moi, je pense qu'on doit beaucoup attendre d'une transition. C'est vrai qu'il y a cette attente-là souvent, ou bien il y a... Je ne sais pas si c'est une vérité, les gens le disent, la transition n'a pas vocation à tout faire. Je pense que c'est une demi-vérité et je pense que la transition a justement tout à faire. Parce que la transition pose les jalons pour ce qui va être demain. Et le demain que nous aspirons. Et déjà, si on a une bonne transition, ça donne déjà le temps. Et moi, je pense que c'est vrai, on est dans une sous-région où il y a des normes qu'il faut respecter. Mais moi, je pense que l'état dans lequel notre pays se trouve, et pour ce que j'en sais, même lors de la transition de 91, je pense que le délai avait été court. On a même été obligé de le proroger. En 2012, idem, quand les 40 jours de Djongouda sont venus, il a fallu... Je comprends qu'il faut donner des dates assez rapprochées pour rassurer les partenaires. Mais moi, je pense qu'entre nous, Maliens, il faut se donner le temps pour vraiment faire des réformes en profondeur. Pour cette refondation que nous voulons faire, il y a des choses à déblayer. Et il ne faut justement pas
aller à la va-vite, et laisser des choses nous échapper. Moi, je pense qu'on a beaucoup à attendre de cette transition parce qu'il faut déjà des actes forts, il faut donner des gages à la population qui ne croit plus à la politique, qui a pourtant un métier bien noble. Réfléchir à comment va être ta cité, réfléchir aux moyens, aux idées pour développer ta cité, pour développer les humains. Moi, je pense que ça, c'est une tâche très noble, c'est un sacerdoce. Mais l'atmosphère et l'environnement sociopolitique ont fait que cette tâche-là a été dévoyée. Celui-là qui laisse son temps, d'autres laissent leur activité professionnelle pour essayer de s'oublier un peu, pour penser au pays, pour penser à la collectivité, pour penser à la communauté. Ce n'est pas une petite affaire. Et moi, je pense qu'il faut redonner toutes ces lettres de noblesse justement à la politique. Et la transition dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous rentrons de plein pied, et le Mali est vraiment allé très bas. Et moi, je pense qu'il faut vraiment, on ne peut pas construire sur des fondations. Et voilà, en tout cas, il faut aller sur des bases fortes parce que l'expérience nous montre que les 2 ou 3 transitions que nous avons faites, on a été obligé 30 ans, 10 ans après de revenir encore. Donc cela veut dire que ça ne s'est pas bien passé. Soit on n'a pas bien mis les jalons, soit on s'est craché en route. Donc il nous appartient à tous les acteurs, et généralement peut-être tous les Maliens, que chacun mesure les enjeux, que chacun comprenne l'ampleur des dégâts, je vais dire ainsi, pour que nous fassions un très bon soubassement qui va faire que peut-être que nous ne voyons pas ce qui arrive au Mali dans 10-30 ans et qu'il n'y ait plus de soubresauts où les hommes en tenue font irruption sur le jeu politique. Donc nous entendons beaucoup de cette transition. Et parce que dans un pays, ça repose un peu aussi sur la justice. Et donc, selon moi, il faut que la transition... Toutes les missions telles qu'on les voit dans la dernière mouture de la charte sont nécessaires. Absolument. Est-ce que les 18 mois vont suffire vraiment à toutes ces missions-là? Moi, je pense que pour ceux qui ont participé à la concertation, d'aucuns avaient même parlé de 5 ans, 3 ans. Il y en a qui ont parlé minimum de 2 ans, mais bon. Et on a préféré retenir, je crois qu'on a coupé la poire en 2 pour que la CEDEAO on puisse prendre en compte les exigences communautaires. Mais moi, je pense que fondamentalement, il faut se donner le temps. Et il n'est pas exclu, vu l'ampleur des tâches qui nous attendent, la feuille de route est dégagée. Mais je pense qu'on ne fera pas économie. Si on arrive à gérer tout dans les 18 mois, c'est tant mieux. Mais si ça ne suffit pas, entre nous Maliens, on verra, et le peuple malien souverain, je pense qu'il ne faut pas dire jamais. D'accord. Voilà. Docteur Toumagnon, alors pour M. Djouara, nous avons débuté la transition, vu qu'on a un président, un vice-président, un PM. Alors justement, est-ce qu'en regardant la personnalité de ces hommes, le président, le vice-président et le PM, est-ce qu'on peut dire que la transition a fait un bon départ? Merci beaucoup, M. Dissa. Depuis quelques mois, j'ai pris l'habitude de saluer nos militaires qui sont au front. Nous avons un front militaire, un front sécuritaire, mais aussi un front sanitaire. C'est le lieu de les saluer. Ils défendent nos vies. Si vous demandez à un sociologue de dire que si c'est un bon départ ou un mauvais départ, ce n'est pas le rôle du sociologue. On laisse ça peut-être aux juristes. Le sociologue doit décrire, expliquer un processus, n'est-ce pas? Votre question implique, en fait, on voit apparaître plusieurs acteurs. Le CNSP, la CEDEAO, les acteurs politiques, la société civile. J'entends par société civile vous et moi. Donc, un bon départ pour qui? Donc, le Mali. C'est ça que je dis. Le Mali est composé d'acteurs. La scène politique, la transition elle-même est composée d'acteurs. Donc, en fonction de la position des acteurs, le discours va changer. N'est-ce pas? Donc, ceux qui sont plutôt pro-CNSP pensent a priori que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais on a assisté, je dirais, si je me permets l'expression, au déclin d'un régime, n'est-ce pas? Que si on peut les qualifier un peu de conservateurs, pour eux, est-ce que c'est la bonne manière de commencer la transition, n'est-ce pas? Si on regarde au niveau du M5 RFP, je ne suis pas sûr qu'il y ait une unanimité. Donc, si vous posez une analyse stratégique des acteurs, comme dirait Crozier, et il y a des enjeux, il y a des ressources, il y a des contraintes et il y a des stratégies. En fonction des enjeux, chaque acteur va développer des stratégies.
Par exemple, quand nous prenons par exemple la position du vice-président, n'est-ce pas? Est-ce qu'en termes de stratégie, c'est-à-dire que chaque acteur va développer des stratégies pour défendre sa position, on peut dire que c'est une manière d'avoir un regard sur la transition, je dirais même peut-être un peu de contrôler la transition. Quand on regarde les acteurs politiques, mais les acteurs politiques, au niveau par exemple de la classe politique, vous voyez qu'il y a l'émiettement de la classe politique. En fonction il y a des dénonciations, il y a des recherches de postes. Donc l'enjeu n'est pas le même. Donc ça dépend quel acteur parle. Et pour moi, je veux dire qu'il est important de se situer à la place des acteurs pour dire si c'est une bonne transition ou une mauvaise transition. Voilà. Après, il s'agit pour nous de voir comment le processus va continuer dans le temps et dans l'espace et comment ces acteurs vont arriver à fédérer l'ensemble de la société malienne autour d'eux. Mais est-ce que vous les connaissez, ces trois personnalités? Est-ce que, selon vous, elles vont pouvoir véritablement mouiller les maillots pour le Mali? Alors, c'est vrai que j'ai vécu dans une caserne pendant un certain temps de ma vie. Qui n'a pas entendu parler de Mbandao, un homme sérieux, qui a ses convictions, un vrai Maragadialan, n'est-ce pas, qui vient de sang. Donc tout le monde a entendu parler de cela. Et, au niveau du Premier ministre, bon, je sais que c'est un diplomate, je n'ai pas connaissance de l'appartenance politique, n'est-ce pas? Donc, ça peut convenir, même si, effectivement, il a été témoin des régimes passés. Donc, est-ce que c'est un atout, une faiblesse? J'en sais rien. L'avenir va nous montrer cela. Et au niveau de la troisième personnalité, le vice-président, la deuxième personnalité, je m'excuse, la deuxième personnalité, de mon point de vue, sans position partisane, pour moi, il est difficile de conquérir un pouvoir et de rester à la marge. C'est vraiment impossible. D'accord. D'accord. Merci, docteur Sebadio. Monsieur Bathily, alors nous avons vu la CEDEAO nous accompagner depuis le début de la crise jusqu'à nos jours. Et des fois, elle prend des positions qui ne sont pas tellement bien partagées par les Maliens, bien acceptées par les Maliens. Tantôt, elle est comprise, parfois, elle ne l'est pas du tout. Et quelle est votre analyse par rapport à la position de la CEDEAO jusque-là? Merci beaucoup, Robert. Avant, si avec votre permission, oui, de répondre à cette question, je voudrais joindre ma voix à mes prédécesseurs pour essayer de camper la notion de la transition, sa mission. Parce que comme le mot l'indique, la transition indique une situation passagère, intermédiaire. Et de par sa nature, on a une idée de sa mission, en réalité. L'a dit mon frère, nous sommes à notre 4e transition. En regardant en réalité la nature des différentes transitions, celle de Moussa en 68, celle de ATT en 91, celle d'Amadou Aya en 2012, et actuellement, de par leur nature, on peut dégager que le Mali est connu pour l'instant 2 types de transition qui nous permet de se faire une idée sur les 2 types de missions qu'on a pu voir assignées aux différentes transitions. Celle de Moussa Traoré et celle de ATT ont la même nature et auraient dû avoir la même mission, n'eût été le fait que Moussa n'a pas poussé jusqu'au bout. C'était une transition de régime, de passer d'un régime à un régime. Modibo était socialiste. Moussa disait que la majorité des Maliens n'étaient pas pour, il fallait passer à un régime libéral. D'où le slogan et Tata Bambo, tout ça, Moukade Mounye, la liberté, tout. Donc cette transition aurait dû, dans cette circonstance, autour de toutes les forces vives de la nation, réfléchir à concevoir le régime libéral qui était le mobile du coup d'État de Moussa Traoré. Donc ce qui constituait la rédaction d'une nouvelle constitution qui devait baliser l'État, les fonctionnements, les droits et libertés suivant cette vision, ces nouveaux régimes. C'était le cas aussi de ATT en 91. Nous avons dit que c'était le régime démocratique monopartisme.
qu'il nous faut le multipartisme. D'où la Troisième République, une nouvelle rédaction des constitutions. C'est pourquoi il y a eu d'abord cette conférence nationale. Les gens se sont penchés, on a rédigé une nouvelle constitution, il a dit l'autre jour, qui n'était pas pour la modification, mais finalement, ils étaient minoritaires, ceux qui étaient contre la modification, et la majorité qui était en faveur de la rédaction a prévalu, et donc il y a une rédaction de la constitution du 25 février 1992. Donc, on peut dire des transition de régime, exactement. Il y a transition de régime, et transition de régime indique la mission de la transition, qui est l'écriture du nouvel régime. Donc ça indique la nature. Et contrairement à la transition d'Amadou Aya et celle que nous vivons actuellement, il ne s'agit pas de passer d'un régime à un régime. Il s'agit plutôt, tout en restant dans le même régime, de voir les tares, de le renforcer. C'était ça. Il n'est pas question pour l'instant. Aujourd'hui, la question, elle est, va-t-on passer à la 5e, 4e République par la rédaction d'une 4e République de Constitution, ou faut-il tout simplement réviser la Constitution en renforçant là où nous constaterons des insuffisances, tout en restant dans la 3e République, parce que c'est là aussi est possible, qui s'appelle la révision constitutionnelle. Donc, de par la nature de la transition, on a une idée de la mission qui est là. Donc, la mission aujourd'hui, qui est celle qui aujourd'hui est en cours, se focalise fondamentalement sur ce qui s'appelle une réforme politique et institutionnelle, parce qu'elle est née d'une crise politique et institutionnelle. Parce que tous ceux que nous connaissons ou que nous accusons de tard ou d'insuffisance sont liés à une mauvaise élection qui produit des mauvais présidents avec des mauvais programmes de société et qui ont conduit à cette société en manque de tout. Donc, d'où la solution passe par de corriger les insuffisances du processus électoral et les institutions. C'est que nous constatons. C'est à ce niveau, à mon avis. Donc, si c'est à ce niveau, c'est pourquoi Bandaou l'a bien indiqué dans son discours. Il a indiqué 3 priorités. Par rapport à toutes les missions, les transitions, toute transition a pour mission principale de dégager d'abord la raison de son existence. Qui consiste à quoi? À créer les conditions de retour à la normalité, parce que c'est une phase anormale. D'où le mot rupture. Donc quand tu as rupture, il faut rétablir la continuité, l'ordre. Donc il doit être le moins court, le moins long. D'où l'exigence de ceux qui savent ce que c'est que la transition, à ce que nous ne puissions pas aller très loin, contrairement à certains qui voulaient 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est contraire à l'esprit de la transition. D'accord. Et maintenant, par rapport à la CEDEAO? Par rapport à la CEDEAO, vous dites qu'elle est parfois mal comprise, parfois comprise par ceux-là qui ne veulent pas que les gens sachent ce que c'est que la CEDEAO. Elle n'est pas une force étrangère. D'après ceux qui, à un moment donné très récent de l'histoire, il y a jusque 2 mois, sur ce même plateau, ont voulu faire passer la CEDEAO d'une force envahissante, une force étrangère qui vient porter atteinte à la souveraineté du peuple malien. En l'occurrence, M. Dr Choguel Maïga, il n'est pas là, mais je le cite. Il a dit clairement que la CEDEAO a été réfléchie au Mali par Moussa Traoré et le président du Nigeria en 1975. Ils sont les initiateurs de cette CEDEAO-là. Maintenant, aujourd'hui, les textes sur lesquels la CEDEAO se fonde pour imposer au Mali de ne pas de rester dans le cadre démocratique et de bonne gouvernance, ces textes datent de 2001. De 96 et de 2001. Et 96, le premier texte additionnel de la CEDEAO, qui a ajouté, en plus des accords d'intégration économique, des accords de bonne gouvernance, des normes supranationales, enfin, des principes sous-régionaux portant sur la gouvernance et la démocratie, sont partis de Alpha Oumar Kounari. Et le premier président à avoir présidé, à avoir mis en application ces textes-là, c'était Alpha, et ça coïncide avec le coup d'État, je crois, du Niger. Barry Maïnassa. D'accord? Et le deuxième texte additionnel, qui a été appelé le protocole portant sur la gouvernance et la démocratie, qui date de 2001, encore c'est Alpha Oumar Kounari qui était au pouvoir, qui stipule en son article 1er, petit c, tout changement anticonstitutionnel, tout mode d'accession et de maintien au pouvoir anticonstitutionnel est interdit. Petit e, l'armée est sous l'autorité du civil, est sous l'autorité civile, régulièrement établie. Point.
tout militaire tout militaire actif ne saurait prétendre à un mandat politique électif. C'est ceux qui récusent le droit aux militaires, quel que soit le mode d'accession, de commander l'autorité civile. C'est des traités qui ont été ratifiés par nos assemblées nationales, les représentants du peuple. Mais ce même peuple ne peut pas encore 10 ans venir dire qu'il est ignorant de ces textes-là. Je comprends au niveau du peuple parce qu'il est dans une langue méconnue par la majorité et qui a l'obligation de restituer l'esprit et la lettre des textes au vrai peuple, à leurs militants. Les pouvoirs publics, les hommes politiques. Et particulièrement nos députés, qui sont même d'ailleurs soutenus ou subventionnés à cette fin-là, de sensibilisation et d'éducation, mais qui font la rétention de la bonne information à des fins d'instrumentalisation, de manipulation quand ça les arrange. Vous voyez, les mêmes gens qui disaient CEDEAO nous envahit. Aujourd'hui, c'est eux qui font appel à la CEDEAO parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient du CNSP. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui le disent. Donc, pourquoi la CEDEAO n'est pas compris, parfois non compris? Parce que certaines personnes font de la CEDEAO un fonds de commerce. Parce qu'il manque d'arguments solides. Il manque de cohérence idéologique et d'action. Donc, ils sont obligés de se surfer sur la fibre patriotique, de surfer sur la soif du peuple à la dignité, à l'honneur, pour aller instrumentaliser la CEDEAO. Mais quand ça les arrange, ils se disent non, la CEDEAO c'est ça. C'est le même qui était dans le FDR, j'en aurais terminé. En 2012, Diawara est témoin pour avoir ensemble cheminé pendant cette période-là. Qui est-ce qui animait les FDR à l'époque? C'est les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui dans ceux qui requisent à la CEDEAO le droit d'exiger du Mali le respect de ces textes. C'est les mêmes qui ont dit à Amadou Aya, attention, tu as fait une rupture de l'ordre constitutionnel. C'est les mêmes qui, en son temps, ont dit à l'époque, nous sommes signataires d'un traité sous-régional et international. C'est les mêmes qui ont dit en son temps, sans l'aide de la communauté internationale, seuls nous ne pourrons pas s'en sortir. C'est les mêmes qui ont dit en son temps que d'autres fils du Mali ont été périr, mourir sous d'autres cieux pour la défense des mêmes valeurs communes qu'on a en commun. Mais qui aujourd'hui sortent pour dire que c'est des valeurs étrangères et qui se taisent lorsque le peuple est étonné de l'ingérence, enfin de l'intervention de la CEDEAO pour rétablir la vérité. Donc quand ça les arrange de maintenir le peuple dans l'ignorance et de les exploiter, oui, ils le font. Mais une fois qu'ils auront eu ce qu'ils veulent, et si ça les arrange le principe, ils sont les plus à même de pouvoir expliquer que non, la CEDEAO, c'est des amis frères, tout ça. Voilà. D'accord. Monsieur Diawara, hiatus, véritable hiatus entre les politiques et le peuple, une fois de plus. Alors, en écoutant M. Bathily, on a connu deux types de transitions. Alors, des transitions qui nous ont amenés à des changements de régime, carrément. C'est-à-dire la transition qui a amené la Deuxième République, la transition qui a amené la Troisième République. Mais après, on a connu un deuxième type de transition, qui est une transition de renforcement, en fait, qui est faite pour corriger les tares. Alors, que ce soit transition de changement de régime, transition de renforcement alors, des capacités de correction des tares, il faut que le peuple soit là. Maintenant, le Malien, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que savons-nous des Maliens aujourd'hui? Pour qui nous disons tous nous battre? Qu'est-ce qu'il est devenu ces Maliens aujourd'hui? Vous, en tant que sociologue, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Lisa. Permets-moi de commencer d'abord par saluer mon cher ami Rasbach, avec lequel, comme il vient de le citer, nous avons cheminé en des moments pareils. Pas exactement pareil, mais presque pareil. En 2012, nous avons eu les mêmes combats et je me réjouis que nous nous retrouvons aujourd'hui. En fait, le Mali a connu plusieurs transitions. Effectivement, la Deuxième République a été un changement de régime, du socialisme à un régime libéral non assumé, malheureusement. Donc ça c'est important. En 1991, nous avons fait des choix. Celui de passer d'une démocratie monopartite à une démocratie multipartite. Cette fois-ci, assumée, mais non maîtrisée. Et ce passage de la démocratie monopartite à la démocratie multipartite, elle est sous-tendue par une intention tacite, non avouée, qui s'est révélée dans le travestissement de l'homme malien plus tard. En fait,
dans le système monopartite, il y a une certaine discipline. Et dans cette discipline, l'émergence commandait une certaine excellence, une certaine capacité d'autopropulsion. N'importe qui ne pouvait pas accéder à n'importe quelle responsabilité. Voyez-vous? Et vous vous rendrez compte que pendant ce régime, la plupart des syndicats étaient homogènes. La plupart des corporations étaient homogènes. Les femmes, c'était une seule organisation. Les jeunes, c'était une seule organisation. Les syndicats, c'était une seule organisation. C'était l'UNTM. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres syndicats. Les étudiants, c'était une seule organisation. Donc, pour pouvoir être représentant des étudiants, il fallait vraiment exceller pour arriver. Pour être le représentant des syndicalistes, il fallait exceller pour arriver. Pareil au sein de l'UDPM, il fallait exceller, mais exceller selon les critères de l'UDPM. Voilà, ça aussi c'est important de le signaler. Mais il y avait quand même des critères. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc les gens avaient une soif de se soustraire à cette exigence, à cette rigueur et à cette discipline pour pouvoir se prévaloir d'une autorité dans leur espace. Je ne dis pas que c'était la seule, mais c'était un esprit qui sous-tendait en fait toutes les revendications de liberté, de multipartisme, qui permettaient à n'importe qui de créer l'organisation qu'il voulait. 30 ans après, le bilan est là. C'est qu'aucune corporation n'est homogène. Aucune organisation n'est durable. Quelle que soit la structure que vous créez, même une entreprise privée, au bout de quelques temps, quelques membres de cette entreprise vont sortir pour créer une autre dehors. Et ça, c'est une conséquence manifeste du mode opérationnel qu'on a amené au haut sommet de l'État et qu'on a enseigné aux enfants du Mali par l'exemplarité au quotidien. À cela s'ajoute la nature même de la clandestinité et ses conséquences sociologiques. Je parle sous le contrôle de mon collègue qui est là. Vous savez, pendant la clandestinité, on est un groupe minoritaire qui se sent menacé par une majorité ayant un pouvoir. Et donc, quand on est une minorité, on développe en sociologie ce qu'on appelle les solidarités mécaniques, qui renvoient à des réflexes de clientélisme, de passe-droit, de favoritisme, parce qu'on doit se protéger entre nous, on doit se couvrir. Et ça, c'est des réflexes qui sont nécessaires pour la clandestinité. Sauf que 23 ans de clandestinité, l'habitude devient une seconde nature. Et les gens qui étaient bien préparés pour la résistance n'étaient pas suffisamment bien préparés pour gouverner dans un exercice démocratique où désormais le représentant de l'État ne représente plus sa personne, mais toute la nation. Oui, plus son groupe, mais toute la nation. Et doit être respectueux de certaines valeurs qui permettent de garantir la qualité humaine de l'homme, du citoyen démocrate. Malheureusement, la gouvernance s'est assise sur le principe de ses faveurs. Et nous avons une transition en cours. Cette clientélisme. Nous avons une transition en cours, mais pour quel type de Maliens finalement? Mais justement, ça me permet de rebondir sur un autre aspect du propos de mon camarade Rasbach, qui a parlé justement de ces différentes transitions et de ces différents passages de régime, mais en même temps, ça a été fait par différentes générations. La Première République avait pour mandat de gagner la bataille de l'indépendance. Elle a accompli sa mission. Le Mali a acquis la souveraineté internationale et nationale, en tout cas officiellement. Et elle a amorcé le chemin de la souveraineté nationale. Elle a fait des réalisations dans ce domaine avec les limites et les acquis. La Deuxième République a voulu faire ce passage au monde libéral qui a été insuffisamment assumé et finalement a voulu asseoir une certaine autorité de l'État à l'intérieur et une certaine respectabilité de l'État à l'extérieur. Je pense que ce pari a été aussi gagné en grande partie. La Troisième République a voulu arracher les libertés individuelles et collectives qu'on appelle en gros liberté démocratique. Sauf qu'elle a perdu sur la bataille des valeurs. Pour moi, notre génération a la responsabilité de gagner la bataille des valeurs. Parce que, encore une fois, ce qu'on oublie de dire aux Maliens, c'est que le premier régime était dirigé par un parti qui s'appelle Rassemblement démocratique africain. C'est revendiqué démocrate. Et les autorités ont été élues dans un système multipartite. La deuxième, c'était aussi Union démocratique du peuple malien. Elle se revendiquait démocrate. On nous a fait croire que la démocratie est née en 91, ce qui est faux. C'est la démocratie multipartite qui est née en 91
avec les libertés individuelles et collectives sous la forme que nous connaissons. Et je pense que cette fois-ci, on doit passer à une nouvelle vitesse de notre démocratie, mais aussi celle de la CEDEAO et de l'Afrique de l'Ouest, qui irait sur vraiment ces deux pieds, notamment les libertés, soutenues par les valeurs qui permettent de les moraliser. Excusez-moi d'avoir été long. Non, non, je vous comprends, monsieur Diawara. Là, monsieur, avant le début de l'émission, il y a quelqu'un autour de cette table-là qui me disait que j'ai des problèmes ce soir, que parce que tous mes invités sont des chronophages. Donc, la personne se reconnaît autour de cette table-là. Ok, donc, monsieur Diallo, alors, changement, on en parle aujourd'hui. Alors, vous venez d'écouter monsieur Diawara par rapport aux mutations que nous avons connues de 1960 à nos jours. Est-ce que aujourd'hui, vous sentez le Malien assez prêt et assez préparé à amorcer le changement tant souhaité? Okay. Avant de répondre à cette question, il me plairait bien de nuancer un peu les propos de mon frère Rafbach par rapport à la CEDEAO. Et justement, vous avez parlé de perception, vous avez dit qu'il y en a qui, bon, comme vous n'avez pas déterminé quelqu'un, donc j'imagine que c'est de façon générale. Mais moi, je pense qu'il faut distinguer aussi la CEDEAO. Il y a la CEDEAO, je distingue très bien la CEDEAO des peuples et la CEDEAO dirigée par un syndicat de chefs d'État africains. Il faut aussi souligner les contradictions de cette CEDEAO-là. Les pays ne sont pas traités sur le même pied d'égalité. Ce qui est arrivé au Mali, je ne pense pas que ce soit différent de ce qui s'est passé chez nos amis burkinabés. C'est vrai, il y a tous ces protocoles additifs que vous avez cités. Et généralement, depuis qu'on est rentré dans 5 ans, il y a des putsch. Automatiquement, on sanctionne le pays. Généralement, dans certaines sanctions, tu perds ton droit de vote ou bien on ne t'invite plus aux réunions. Mais aller jusqu'à poser des sanctions sur des populations, sur des denrées. En 2012, on a vu la flambée du prix du carburant. Entre amis, on ne se menace pas, on ne se fait pas du chantage. Moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer la CEDEAO qui aide à sortir d'une situation difficile. Et le Mali, c'est un pays clé dans la sous-région. Donc, les populations maliennes ont eu l'impression qu'on voulait nous punir pour avoir amorcé le changement. Parce que si ça n'avait plus à la CEDEAO, il n'y aurait pas eu ce qu'on est en train de vivre maintenant. La CEDEAO a tout fait pour l'empêcher. Donc moi, je pense que les aspirations légitimes des populations qui ont droit à être dirigées selon leurs convenances, qui ont droit au minimum vital, qui ont droit aux services sociaux de base. Donc à chaque fois que Vox Populi, quand la souveraineté s'élève et que les populations demandent quelque chose, moi je pense qu'entre pays amis, entre pays frères, d'autant plus qu'ils sont là pour nous aider à les aider parce que c'est un cheminement commun. Moi je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à la CEDEAO, mais faire le distinguo de décisions prises par un comité de chefs d'État pour défendre un des leurs jusqu'au dernier retranchement. Donc je voulais vraiment faire ce distinguo-là pour dire que ce n'est pas forcément qu'on jette la pierre à la CEDEAO. Maintenant, pour revenir à ta question. Si le Malien est prêt au changement. Voilà, et préparé. Prêt et préparé au changement. Voilà. Et je dirais que le Malien, il est pluriel. Et Magnon avait essayé dans son introduction quel type de Malien. Et on n'est pas seulement Malien par sa pièce d'identité. J'ai aimé cette belle formule d'un de nos amis une fois sur ce plateau. Il a dit qu'il distingue le Malien d'aujourd'hui du Mali éternel. Il y a le Malien de cette période-là et il y a le Mali éternel, incarné par des valeurs hautes. Moi, je pense que c'est une question très intéressante. Et le Malien aspire au changement, mais en même temps, les actes qu'il pose tous les jours démontrent qu'il n'est pas prêt à aller à ce changement-là. Tout à l'heure, j'étais tout tué quand j'écoutais mon frère Diawara, le sociologue, décrire toutes ces mutations-là. C'est intéressant, mais bon. Dans un jeu d'espace démocratique où c'est dicté par des questions d'intérêt, et je pense que c'est vrai, on dit que le ton doit venir d'en haut, et généralement, on juge peut-être nos pratiques à l'aune de ce qui se passe dans notre espace politique public. Mais moi, je pense que c'est encore plus bas. Quand on est jeune, on a beaucoup entendu. Nos parents nous faisaient ça, on faisait comme ça, on était polis, on était ça. Moi, je pense que ça commence à ce niveau-là. Quand on essaie toutes ces vertus-là de nos dirigeants, les Modibo Keïta, tous ces années qui sont passés avant, c'était quand même des gens de valeur. Pas seulement les valeurs que vous dites, mais ce sont des gens de valeur qui venaient de bonnes familles. Et chacun a des passions, chacun a ses défauts, mais fondamentalement, il y avait un standard minimum où on avait un minimum de bon comportement dans chaque Malien. Et les tares que nous vivons aujourd'hui de façon flagrante, qu'on comprend bien aisément, vu le contexte, vu l'évolution, vu tout ce qu'on a aujourd'hui, les NTIC, le développement même qui veut ça. Mais moi, je pense que pour autant, il y a un pays frère à nous, le Burkina, pour ne pas le citer,
où il y a eu un dirigeant qui est venu, qui a su inspirer les gens. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a des gens qui s'inspirent de lui. Et parce qu'il a marqué les gens par son temps. Moi, je pense que le Malien aspire au changement. Et ceux qui ont été chargés de présider aux destinées des Maliens n'ont pas été de très bons exemples. Parce que le poisson pourrit par la tête, bien sûr. Et moi, je pense que souvent, il faut faire... Parce que les peuples pourrissent exactement de cette façon. Souvent, il faut faire le bonheur du peuple malgré lui-même. C'est extrêmement important. Justement. Il faut faire le bonheur du peuple malgré lui-même. Qu'est-ce que cela sous-entend? On entend souvent qu'il faut un despote éclairé dans notre Mali d'aujourd'hui pour faire avancer les choses. J'ai tendance souvent à espérer cette situation, même si on est en démocratie, même si aussi je ne pense pas que la démocratie soit aussi monocolore ou bien une seule façon de faire la démocratie. Moi, je pense que pour ce type de changement-là, il va falloir faire violence sur nous. Okay. C'est là extrêmement important. Moi, j'ai une anecdote à raconter depuis les dernières élections législatives. Qu'est-ce que j'entendais tout le temps sur les plateaux ou bien dans nos discussions politiques? Ah, le Mali est un pays analphabète, les populations ne savent pas, les politiques viennent, ils les bénissent, ils achètent. Ah ben, moi, j'ai découvert une autre réalité. En réalité, les populations sont les reflets de leurs dirigeants, ou vice-versa. Ce sont des gens qui ne sont pas bêtes, excusez-moi l'expression. À la limite, c'est nous qui sommes les pigeons, qu'ils plument. Donc c'est pour dire un peu, les gens, le Malien est tellement tombé bas où tout est guidé par la recherche effrénée de l'intérêt personnel, où on pense qu'il y a cette mauvaise perception. On a vu des gens, ils sont enseignants, quand ils venaient aux affaires, c'était des gens gringalés, et après quelques années de pratique de la chose publique, ils sont en un bon point, ils deviennent des millionnaires, milliardaires, et pourtant ce ne sont que des enseignants, ou bien ce sont des gens qui sont dans un service public. Le peuple voit tout ça, il observe. On te voit venir, et puis on voit comment tu te transformes dans le quartier. Et les gens n'ont pas accès à ces dividendes là-dedans, ils se disent que c'est pourquoi même toute cette histoire de corruption, donc, tout ce que les gens peuvent faire pour grappiller quelque chose, ils vont le faire parce qu'ils se disent que ceux qui sont là-bas, il y a cette expression populaire en Bamana, donc tout est dévoyé. Et moi je pense que pour redonner cette lettre noblesse-là, ça ne va pas être facile de le demander au peuple. Il faut un leadership d'autorité, un leadership éclairé pour pouvoir amener le ton. Donc c'est pourquoi, quand tu as posé la question de la transition, j'ai dit qu'il faut donner des gages forts. Et je pense que pour casser avec cette mécanique perverse-là auquel on est habitué depuis longtemps, il faut aussi que l'autorité et le pouvoir soient devant. C'est très facile de demander à un Malien lambda d'être bien dans un océan où tout est anormal, où tout n'est pas bien. C'est vraiment pas facile, mais les deux vont de pair. J'en connais encore des familles où ces valeurs-là sont respectées. Mais pour donner une autre réponse à ta question, moi je pense que ce n'est pas noir ou blanc. C'est un travail complexe, on parle d'humain, et pour que ça réussisse, il faut que chacun fasse sa part, il faut que le national fasse sa part, le public fasse sa part, la société fasse sa part, et que l'individu, je crois que c'est l'abbé Pierre qui a dit ça, même si tout le monde fait quelque chose qui n'est pas bien et que tu crois que c'est pas bon, toi, ton chemin qui est bon là, il faut l'emprunter, même si tu es seul dessus. C'est extrêmement important. D'accord. D'accord. Docteur Toumagnon, engager la bataille des valeurs, disait M. Diouara, pour M. Diallo, le Malien est pluriel. En même temps, il s'agit d'engager une bataille des valeurs. Et nous sommes pluriels. Alors, quelles sont ces valeurs-là qu'il faut promouvoir en cette période-là déjà et pour un Mali éternel? Écoutez, Lisa, merci beaucoup. Moi, d'inspiration marxiste, je ne suis pas sûr qu'il suffit seulement de prendre des valeurs, des textes de loi, et croire que la pratique sociale va changer, les comportements vont changer. Et il y a quelque chose qui est intéressant en sociologie, c'est de se dire quelles sont les normes, les lois, les textes, et à côté, quelles sont les pratiques. Il y a toujours un écart. Il y a toujours un écart. Et ce qui est intéressant sociologiquement, pour nous, c'est d'analyser ces écarts-là, n'est-ce pas? Et si on s'intéresse un peu à la sociologie de la mode, vous voyez, très souvent, la mode, ça vient d'en haut. Rarement, la mode, c'est-à-dire quand vous prenez la mode, la société de la mode, rarement, ça vient d'en bas. Et nous devons, les dirigeants doivent incarner le changement. Ils doivent incarner le changement. Mais est-ce que le changement que nous attendons peut se passer dans cette période de transition?
Est-ce que ça peut se passer dans cette transition? Parce que cela implique le changement de comportement. Le changement de comportement, je ne suis pas sûr qu'au bout de 2 ans, qu'on arrive à changer le comportement des Maliens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est votre thème. Le Mali Koura. Le Mali Koura, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un ancien Mali, le Mali Koro. Donc cela veut dire qu'il y a une rupture. En tout cas, qu'on veut. Qu'on veut, qu'on souhaite. Et on a l'impression que Mali Koura, en tout cas dans sa représentation, c'est une chose nouvelle. Qu'on veut. Qu'on veut. Mais non. Ils l'ont dit depuis 1968. Et si vous regardez, si vous analysez les livres d'histoire, mais en réalité, l'avènement de la Deuxième République, c'était la quête d'une liberté, n'est-ce pas? C'était la quête d'une liberté. On cherchait une liberté, c'était une forme de libération. D'accord? Donc, en ce moment-là, dans la tête des acteurs, on cherchait un Mali Koura. Par rapport à l'ancien, on cherchait une liberté, on cherchait la rupture. En 91, mais je pense aussi que... On cherchait un Mali Koura. Un Mali Koura, etc. Donc, et finalement, est-ce que nous pouvons résumer ces Mali Koura à une forme d'idée, d'idéal, de rupture, de changement? Comment le conceptualiser? Comment le conceptualiser? Donc, finalement, c'est ce qu'on appelle l'exubérance sématique. C'est quelque chose qu'on fait peut-être pour galvaniser, pour mobiliser. Mais on voit que le comportement ne change pas. Sinon, on n'allait pas être là. On a combien de coups d'État? On ne sommes pas arrivés à l'objectif clair, n'est-ce pas? Donc, mais on a besoin de ce slogan-là. Parce que ce slogan est mobilisateur, n'est-ce pas? Ce slogan est mobilisateur. Maintenant, dans la pratique, est-ce qu'on va demander, comme le Mali Koro est passé, de nous débarrasser des acteurs, donc des anciens, de tous ceux qui ont collaboré avec les régimes passés, donc de rupture, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit se débarrasser de leurs valeurs? Il y a un écrivain célèbre qui est connu, Jacques Attali, qui a écrit un livre célèbre, très intéressant. Il posait la question suivante, le titre du livre, « Demain qui gouvernera le monde ?» Les dictateurs ont gouverné le monde. Quelque part, si vous vous intéressez un peu à l'histoire de la Grèce, les dieux ont gouverné le monde. La démocratie, le capital a gouverné le monde dans notre pays. Est en train de gouverner le monde. Alors, quel sera l'idéal demain qui va gouverner le monde? Donc, il parle de gouvernement mondial, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Jacques Attali. Je pense que toute la question est là. Le Mali Koura qu'on veut, ce changement que nous voulons, ce changement de comportement, nous devons l'apprendre, l'éduquer, nos constituants dans ce sens-là, nos concitoyens dans ce sens. Les partis politiques doivent jouer dans ce cadre-là. Est-ce que les partis politiques éduquent, n'est-ce pas, les électeurs? J'en suis pas sûr, n'est-ce pas? Quand nous prenons les gouvernants, j'ai vu un peu qu'il y avait des ministres qui avaient 6 véhicules. Est-ce que cela veut dire que dans le Mali Koura, chaque ministre va avoir un seul véhicule? Ou peut-être même pas. Ou peut-être même pas. Donc, tout dépendra, je l'ai dit au début, de la capacité de ces acteurs, de ces gouvernants, de ces gens élus, nommés, comment ils vont fédérer avec le peuple et montrer les grandes orientations pour le changement du Mali. D'accord. Merci, Dr Toumagnon. Monsieur Bathily, alors comment voyez-vous l'avènement de ce Mali Koura, de ce Mali Koura, je ne sais même plus que dire, hein. Voilà, ou Mali Koura. En tout cas, comment voyez-vous l'avènement de ce Mali-là qu'on veut bâtir? Parce qu'il a dit, est-ce seulement par les textes ou par les valeurs? Si c'est par les valeurs, lui, il a parlé du sommet, il a parlé des politiques. Alors si c'est par les valeurs, qui doit être chargé de ces valeurs-là? Merci encore une fois. Je reviens toujours par rapport au sujet. Mali Koura par rapport à une période déterminée qui est la transition. On se doit de donner ce qui est faisable pendant cette transition et non de nourrir des rêves qui débordent les capacités, les missions des autorités actuelles sous peine de les accuser d'échec demain. Il faut être honnête, objectif.
Et cela commence par mon frère, et j'ai été très content que tu fasses venir un politique sur ce plateau. Vous savez, politique de nos jours. Exactement. Il a dit quelque chose. C'est vrai ce qu'il a dit. Dans l'opinion commune, la CEDEAO est perçue comme un syndicat de chefs d'État. Par certains. Cultivé par certains. Inculqué par certains dans l'opinion. Mais ces chefs d'État proviennent d'où? Des peuples. Qui a élu Alassane Dramane Ouattara? C'est le peuple ivoirien. Qui a élu Roch Christian Kabore? C'est le peuple du Burkina. Qui a élu Macky Sall? C'est le peuple du Sénégal. Qui a élu le président du Ghana? C'est le peuple ghanéen. Qui a élu le président du Mali? C'est le peuple malien. Donc dire que c'est le syndicat des peuples, c'est comme si des chefs d'État, c'est comme si les chefs d'État sont des employeurs, les peuples sont des ouvriers. Chacun défend son intérêt. Ce n'est pas l'ouvrier qui a nommé l'employeur. N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui a une conséquence, qui a un impact psychologique. Les sociologues sont là. Quand tu dis syndicat, déjà, il défend les intérêts des corps, des membres d'un corps déterminé. Tu peux dissocier les chefs d'État du peuple? Je suis désolé. Si on est démocrate ou républicain, d'accord, d'un. De deux, dire que le peuple malien a eu l'impression comme si la CEDEAO n'a pas eu pitié d'eux. La CEDEAO a abusé d'eux en tout de suite décrétant des sanctions. La question se pose, ces sanctions sont-elles prévues dans les textes ou non? Si elles ne sont pas prévues dans les textes, là il y a une question d'abus. Mais s'ils sont prévus dans les textes, ces textes émanent d'où et de qui? Ils n'émanent pas des chefs d'État. Ils n'émanent pas de la CEDEAO. Mais encore, toutes les constitutions de chaque pays de la CEDEAO prévoient en son sein l'application de ces textes, conditionnent l'application de ces textes à la ratification par les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Donc, ces députés qui ont ratifié ces textes pour qu'ils soient d'application en République du Mali en cas de violation des principes. Mais comment tu peux encore venir dire à ce peuple-là qu'on est surpris? Commencer par respecter le peuple, c'est de lui dire la vérité. En son temps, tous les intellectuels honnêtes dans ce pays ont tiré sur la sonnette d'alarme. Attention, ce que vous demandez est contraire au texte. Il va donner lieu à telle sanction. Quelles sont les solutions que vous aviez ces jours-là? Qui a répondu honnêtement? Non, on survivra. On est des descendants de Sundiata, on est des ceci, on est des cela. Mais parce qu'à l'époque, dire la vérité au peuple aurait pu démobiliser le peuple par rapport à ce que vous attendiez du peuple. C'est ce que j'appelle l'instrumentalisation. C'est ce que j'appelle la manipulation. La rétention de la vérité. Le refus moral d'assumer son devoir d'expliquer la vérité au peuple. Vous avez refusé d'éclairer le peuple par rapport au texte de la CEDEAO. Vous avez refusé de prévenir le peuple par rapport à ça. Et ce n'est pas des personnes qui n'étaient pas à leur première fois. C'est eux-là qui s'est retrouvés de l'autre côté en 2012 pour dire que ces sanctions sont d'application normale. Donc si cette année, on commet les mêmes fautes, qui déclenchent les mêmes mécanismes, et on dit que la CEDEAO n'a pas eu pitié de nous, mais je suis désolé là. Les mêmes mécanismes n'ont pas été déclenchés par. Je suis désolé. Donc si ces sanctions ne sont pas prévues par les textes, il y a encore des juridictions de la CEDEAO qui peuvent être saisies. Moi, à ce niveau, je crois que ce que nous pouvons demander pendant cette transition, pour revenir aujourd'hui, le Mali croit que nous rêvons tous. Le rôle et l'apport de cette transition dans ce projet consistera à quoi? À ce qui est dans la limite de sa mission, de ses prérogatives. Il commence par quoi, Robert? Une transition a deux objectifs et deux missions principaux. Premièrement, opérer les réformes indispensables qui justifient son existence ou sa raison d'être. D'accord? Et deuxièmement, gérer les affaires courantes, maintenir le fonctionnement normal de l'État. Ça, c'est les deux missions principales de toute transition. Veiller à ce que les enseignants ne manquent pas de salaire pour qu'ils puissent continuer à dispenser des cours, à continuer à doter les militaires des moyens indispensables pour le fonctionnement ou l'accomplissement de leur mission traditionnelle. Ça, c'est l'affaire courante, la gestion courante. Mais une transition n'a pas vocation à concevoir une nouvelle politique et la mettre en œuvre dans un État démocratique. Douara peut avoir une vision de développement de l'agriculture au Mali par
la construction des usines de production d'engrais ici. Moi, je peux avoir comme vision de développement de l'agriculture par l'amélioration des conditions d'attraction des investisseurs à venir créer des usines ici. Vous donnez un hectare à chaque sur le plan fiscal. Et ce n'est pas les mêmes politiques. Vous donnez un hectare à chaque Alors, pour qui va départager? Qui va départager Diawara et moi? C'est le peuple. Et en démocratie, c'est l'élection. Et celui qui est là pendant la transition Hachim, qui l'a élu? Qui a élu Bandaou? En tout cas, pas lui. Ils n'ont pas de légitimité populaire pour mettre en œuvre une vision. Voici pourquoi la refondation n'est pas le terme qui sied pendant la transition. Refonder l'éducation. Moi, je peux voir l'éducation malienne sous un angle qui ne me convient pas. Et j'estime qu'en le conduisant sous telle politique, il peut produire tel type de ressources de Maliens. Diawara peut voir l'éducation sous une autre vision. Ainsi que lui, ainsi que lui. Mais lequel d'entre nous peut se prétendre avoir la légitimité de mettre sa vision en œuvre sans avoir consulté le peuple? C'est ce qui empêche les autorités de transition de vouloir s'accaparer des prérogatives qui n'ont pas du fait de l'origine de leur pouvoir, qui est de fait et non de l'élection. Donc leur mission se cantonne à faire ce qui les a amenés ici. Aujourd'hui, ça va. Bandaou l'a dit dans ses 3 missions. Sa plus grande satisfaction, son souhait est de transmettre le témoin à un président proprement et indiscutablement élu. C'est la première des priorités. Et pour que cela soit, il faut se pencher sur le processus électoral que nous avons en l'état et qu'est-ce qui ne va pas là-dedans, qui jusque-là a produit des présidents dont l'élection a toujours été contestée, pour que Bandaou, à la passation, puisse être sûr de passer le témoin à un président dont tout le monde est unanime sur le processus d'élection. En cela, voici. Donc, là, il y a les éléments. Donc, les élections, c'est de voir la CENI. Qu'est-ce que nous avons? L'administration territoriale doit-elle continuer encore à organiser les élections? Est-ce que la délégation générale des élections doit-elle encore continuer à avoir une partie de l'organisation? Est-ce que la CENI doit juste être cantonnée dans le rôle de supervision et de contrôle? Est-ce que la délégation soit juste se contenter que de l'établissement des fichiers, de l'impression et de la confection des cartes d'électeurs? Est-ce que le rôle de l'organisation technique doit revenir qu'à l'administration, qui peut être partisan aussi? Donc, est-ce qu'il nous faut un organe unique de gestion des élections de bout en bout? Voici les grandes questions. Maintenant, au niveau juridique, les délais de recours contentieux, 1 jour par rapport au président sur les résultats, 2 jours par rapport et 5 jours par rapport aux opérations de vote, est-il suffisant en l'état de praticabilité de notre pays? Est-ce qu'à certaines périodes de l'année, une élection tenue en mois d'août, est-ce qu'il est possible d'un point A à un point B de transmettre les éléments de preuve d'une fraude, là où il n'y a pas de réseau Internet, là où il n'y a pas de route? Donc forcément, le risque d'arriver hors délai est énorme et élevé. Et la Cour risque d'être en insuffisance, en possession d'insuffisance de preuves pour rendre une décision. Donc il y a tout ça à réfléchir. Maintenant, le mode de désignation des juges qui ont le dernier mot aussi des résultats, qui demeurent encore en l'état en possession du pouvoir du président de la République, du président de l'Assemblée, est-ce qu'il faut changer? Ça, c'est des réformes que nous devons faire, qui ne nécessitent pas d'argent. Juste un consensus, c'est voter la loi et elle est mise en œuvre. Ça, c'est les réformes qu'il faut, politiques et institutionnelles. Maintenant, la lutte contre la corruption, j'en aurais fini. Bandaou l'a dit aussi comme son deuxième objectif. Il ne promet pas tolérance, corruption zéro, mais impunité zéro. Et comment y parvenir? La lutte contre la corruption revient en grande partie à la justice. Et la justice, pour qu'elle puisse assumer ce rôle, il faut lui assurer aussi son indépendance totale. Et l'indépendance de la justice est-elle réelle dans notre Constitution? Je vous renvoie aux articles 45, 47 et 84 de la Constitution. 45 et 47 de la Constitution dit quoi? Que c'est le Conseil des ministres qui nomme les juges de la Cour suprême. Et c'est le président de la République qui nomme le président de la Cour suprême. Et l'article 84 dit que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui a pour mission de gérer la carrière des magistrats. C'est le président chaque année qui signe le décret de mutation des juges, de siège au parquet, ainsi de suite. Donc, où est l'indépendance du Diawara? Où est l'indépendance? Si nous voulons que la corruption puisse être luttée réellement, commençons à mettre les juges dans des conditions réelles par la réforme constitutionnelle, enfin la réforme politique institutionnelle qui est là. Cette institution de la Cour suprême, cette institution de la Cour constitutionnelle, qui en partie est liée à l'exécutif, ne saurait satisfaire le peuple tant qu'on n'aura pas rompu
cette pratique-là. Et cela passe par la révision constitutionnelle. Donc voici, entre autres, missions qui revient à la transition et dont les citoyens représentés au sein du CNT doivent réfléchir. Qu'est-ce qui, jusque-là, aujourd'hui, constitue des tares dans nos systèmes électoraux, institutionnels, qui, jusque-là, nous a conduit à ces impasses-là. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'à la sortie de la transition, nous puissions désormais, à l'instar du Burkina, à l'instar de Ghana, à l'instar de Botswana et Ghana, qui sont des indicateurs de bonne gouvernance, de bonne élection, que nous puissions prétendre à une place dans ce concert des nations aux élections respectables, respectueuses des volontés des peuples. Voici entre autres missions de la transition. Monsieur Diawara, vous aviez développé tantôt une véritable théorie sur comment, en fait, notre société s'est trouvée trop segmentée. Alors, pouvez-vous nous dire, que faut-il faire pour que les Maliens puissent penser collectif, pour que les Maliens puissent agir collectif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, merci beaucoup. Je vais certainement répondre à la question, mais j'aimerais que vous me permettiez en amont de rebondir sur certains propos qui ont été tenus par mes co-débatteurs. D'abord, je voudrais dire que la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui est une situation qui marque l'avancement trop significatif des peuples dans leur appropriation des libertés démocratiques, en laissant derrière eux significativement les cadres normatifs et le cadre pratique de la gouvernance qui est destiné à encadrer ces libertés. Les instruments qui permettaient hier de contrôler un peuple, une population de 100 personnes, ne suffisent pas aujourd'hui pour contrôler 2 personnes. Tel le citoyen est plus informé, tel il a plus d'instruments de mobilisation des autres citoyens, tel il est plus confiant en ses capacités à défier l'autorité en place. Et donc, les instruments politiques et juridiques et la pratique de la gouvernance dans l'espace CEDEAO, peut-être même un peu en Afrique, est très en retard par rapport au degré d'appropriation que les populations ont des libertés. C'est une tare de notre démocratie, mais la crise malienne marque la nécessité pour la région de faire évoluer sa démocratie en amenant le cadre de la gouvernance et de la maîtrise des hommes au niveau d'appropriation que les populations ont des libertés individuelles. Je pense que c'est un élément important qu'il faut mettre en avant. Second élément, je reviens sur les éléments que mon collègue a développés tout à l'heure. Effectivement, la situation que nous avons commande une transformation sociale. Il l'a dit, au Burkina, on a eu Thomas Sankara. Il a fait ce qu'il a eu à faire. Au Ghana, on a aussi eu John Jerry Rawlings. N'est-ce pas? Ailleurs, on a eu d'autres. Mais pour faire la transformation sociale, mon collègue est là, ce n'est pas du hasard en sociologie, c'est une science. Et le mécanisme est connu. La transformation sociale se fait en s'appuyant sur les 3 facteurs déterminants de la construction et de la régulation du comportement humain. Le facteur cognitif, parce que nous sommes des êtres de raison, nous avons besoin de comprendre pour accepter, pour adhérer. Le facteur affectif, parce que nous sommes des êtres affectifs, nous avons des valeurs, nous avons des passions, nous avons des pulsions, nous avons des peurs, nous avons des haines, nous avons des états d'âme qui sont arrimés à des valeurs et à une expérience qu'il faut mobiliser pour nous avoir. Et le facteur conatif, nous sommes des êtres de besoin. Si on ne mange pas, on meurt. Si on ne boit pas, on meurt. Si on n'est pas soigné, on meurt. Donc, ces besoins se transforment en intérêt. Donc, si on revient dans le cadre politique, si on veut transformer, il faut mettre en place 3 instruments. Le premier instrument, c'est le cadre référentiel. Et c'est ce cadre référentiel que Thomas Sankara a réussi à incarner. C'est-à-dire porter des valeurs, les faire incarner par les premiers responsables représentants de l'État qui, dans leur comportement quotidien, font la pédagogie ou l'andragogie de l'exemplarité. Donc il y a des références auxquelles qu'on sacralise et qu'on fait incarner par l'action publique à travers les représentants de l'État qui sont des acteurs de la construction humaine dans un espace qu'on appelle l'espace public. Et l'espace public, ce n'est pas une fiction. C'est l'espace qui se trouve entre la porte de votre maison et la porte de votre service pour l'adulte,
entre la porte de votre maison et la porte de votre école pour l'enfant, entre la porte de votre maison et celle de votre voisin. Cet espace-là, il est animé par des acteurs qui sont les représentants de l'État ou de la société. Ces acteurs travaillent avec des instruments qu'on appelle les valeurs communes, soit de la République, soit de la communauté, soit du village. Je pense, ou soit de la collectivité, je vais dire quoi, de la collectivité. C'est extrêmement important. Maintenant, une fois qu'on a mis en place le cadre référentiel, on doit mettre en place le cadre systémique. Le cadre systémique prend en compte les dimensions économiques, les dimensions opérationnelles, les dimensions juridiques, ok, enfin juridiques, les dimensions opérationnelles et les dimensions sociales. C'est-à-dire, dans notre interaction quotidienne, il faut qu'on active dans nos espaces de construction humaine ce qu'on appelle le pouvoir coercitif du tout sur l'individu. Dans l'espace familial, on ne doit pas tolérer des comportements à contrario des valeurs qui font la respectabilité de l'identité collective que la famille partage. Dans l'espace professionnel, le code de déontologie a cette même fonction. C'est de permettre qu'entre avocats, on ne permette pas à un d'entre nous de faire un comportement indigne de la fonction. Et ainsi de suite. Donc, cette capacité coercitive des espaces d'identité collective qui devrait être mue par cette capacité de sanctionner l'autre par le regard et par la condamnation morale qui l'oblige pour accéder à la respectabilité sociale de se conformer aux normes, nous l'avons perdu. Et il faut le restaurer. Tout ça, ça rentre dans le cadre systémique. Et quand on a fini avec ça, donc le cadre systémique prend en compte les dimensions conatives et les dimensions affectives, et finalement, on met quoi en place? On met le cadre normatif. Le cadre normatif, qui dans l'ordre est le premier à être mis en place, mais je l'ai cité en dernière position, c'est à ça que la transition doit premièrement s'attaquer, c'est de réformer les textes pour donner un fondement normatif en phase avec notre culture. Et là aussi, il y a un point qui est important à signaler, c'est que nos sociétés postcoloniales ont connu deux systèmes normatifs. Le système normatif qu'on a appelé dans notre jargon le droit coutumier et le système normatif qu'on a appelé le droit positif superposé au premier, alors que comme vous le savez, on obéit à la coutume par réflexe, mais on a besoin de découvrir la loi et d'y être contraint pour pouvoir s'y soumettre souvent. Surtout quand elle est portée par une langue qui n'est pas la nôtre et qu'elle est régie par une normativité qui est le fruit de l'empirisme de notre peuple. Et que le travail pédagogique nécessaire pour nous permettre de nous l'approprier n'a pas été correctement fait. Voilà en fait les éléments qui sont là. Les gens pensent que la transformation sociale est une fiction, que ça prend des centaines d'années. C'est faux. C'est une méthode, elle a des règles, elle a des instruments, c'est de la science et c'est connu. Il faut la confier à ceux qui la connaissent, elle peut être appliquée. D'accord. Merci M. Diawara, M. Diallo. Alors pour revenir toujours à notre Malikoura, alors Malikoro, hein, qu'on veut bannir, c'est quand même Malikoro de la corruption, c'est Malikoro du vol, Malikoro de la dilapidation des biens publics, des deniers publics, etc. Alors, M. Bathily le disait tout de suite, alors il dit il faut une indépendance de la justice. Il faut vraiment l'indépendance de la justice. Lui, il nous parle en fait de nos coutumes. Alors, nos coutumes ne nous permettent normalement les coutumes que nous connaissons, auxquelles nous croyons même, auxquelles nous croyons même obéir là. Ces coutumes-là sont anti-vol, ces coutumes-là sont anti-corruption, etc. Alors, il y a quelque chose auquel les Maliens tiennent en fait. La lutte contre la corruption et puis contre l'impunité. Autre chose, les Maliens veulent que ce soit payé en fait ce qui a été bouffé, quoi. Voilà. Il y en a qui vont jusqu'à demander la peine de mort. Absolument. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est-à-dire comment faire pour donner satisfaction aux Maliens dans la lutte contre la corruption, parce que jusque-là c'est un échec, dans la lutte contre l'impunité, jusque-là c'est un échec, les Maliens veulent que soit rétribué, en fait, ce qui a été pris de leur caisse. Alors, comment y arriver? Avant de répondre à cette intéressante question, allez-y. Je buvais les paroles de toute la façon, je n'ai pas oublié l'expression chronophage. Je me dis qu'à l'écouter, la société devrait être dirigée par des sociologues. Ah ouais.
Non, absolument. De la manière il a théorisé, moi je pense que c'est extrêmement important. Il a dit quelque chose d'intéressant. Et ça m'inspire une réflexion. Généralement, au Mali, oui, généralement en Afrique, hein, on ne met pas souvent peut-être les bonnes personnes à la place qu'il faut. On ne va pas réinventer la roue. Hein. Moi, je pense que l'humanité est vieille. Bon, on dit qu'elle est vieille de 2000 ans, même si on regarde par rapport au calendrier, même si c'est plus vieille que ça. Mais je pense qu'on n'invente pas la roue. Tout ce qu'on veut, ça a été déjà implémenté quelque part. Il suffit juste de copier ce qui est bien chez les autres pour avancer. Et vraiment, j'ai suivi avec intérêt et pour ma propre réflexion personnelle, je crois que j'ai beaucoup appris. Maintenant, pour revenir à ta question par rapport à la lutte contre la corruption, et je ne sais pas qui m'avait parlé de ça. Je crois que je dois avoir vu peut-être ça sur les réseaux sociaux, où quelqu'un dit quand il est aux États-Unis arrivé à un feu, il respecte, mais quand il vient au Mali, il ne respecte pas. Pourquoi ce décalage? Il est chez les étrangers, il respecte, alors qu'il n'y a personne. Mais il vient ici, il est seul. Moi, je pense qu'on dit qu'on est le produit d'une société et le Mali est devenu un tel capharnaüm dans lequel où chacun se cherche, comme on va dire, même si tu as essayé d'expliquer des concepts qui deviennent des intérêts que nous appelons intérêts, mais qui sont bien expliqués sociologiquement. Et moi, j'aime bien cette formule, osons être le changement que nous voulons. Le changement qu'on veut, il faut que ça commence par nous-mêmes. Et on a tous souligné l'importance que ça vienne d'en haut, comme il vient de le souligner, comment ça peut être normé. Mais moi, je pense qu'à un certain moment, nous, on doit élever la barre très haut. Il a parlé des populations. Les populations aujourd'hui ne veulent plus être dirigées de la même manière. Par exemple, l'état dans lequel on est, on peut décider de sortir de cet état. L'esclave qui ne se révolte pas par rapport à sa situation ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. On peut décider d'arrêter tout ça. C'est juste que c'est amer et c'est pas facile. Et les gens, on a tellement été habitués à la facilité. Et je pense que c'est pas un bouton qu'on va appuyer. C'est des évolutions, c'est des interactions. Mais à un moment donné, et je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, je ne suis pas sûr que le changement vienne de la majorité. C'est toujours une petite minorité décidée qui prend les choses à main et qui est prêt à donner sa vie, qui se donne les moyens pour réussir cette transition-là. Et puis après, les autres vont rejoindre le mouvement. La lutte contre la corruption, pour parler de la corruption, c'est difficile parce qu'il y a un corrupteur, il y a un corrompu, donc c'est interactif, ça ne vient pas forcément d'une seule partie. Mais le Malikoura auquel nous aspirons, quand on regarde l'importance, c'est vrai, Rasbat a essayé de le dire, une transition ne peut pas faire tout ça, même si Douara a essayé d'expliquer qu'il y a des moyens pour y arriver, et je l'apprends avec lui. Mais moi, je pense que le ton doit venir d'en haut. Il a parlé de cette exemplarité des dirigeants. Parce que les populations ne sont comptables de rien. Si on veut juger peut-être leur impact dans la société, ça va prendre un peu plus de temps. Mais au moins, les ressources que nous mettons devant nous sont élus à cet effet, sont choisis à cet effet. Ils sont payés par l'argent public. Donc, on doit les demander des comptes. Et dans cet exercice, dans le débat, dans l'espace public, ils sont obligés d'être exemplaires. Et moi, je pense que les exemples foisonnent. On en parlait de Burkina, on en parlait de Ghana. Et dans cette transition-là, il faut donner ces gages-là. Moi, j'aime bien la transition qui s'est passée au Niger avec Salou Djibo quand il est venu. Il a dit, nous avons regardé les dossiers, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont volé, on sait ce que chacun a volé. Et il a donné une période de grâce 3 mois, je crois, où on demande à tout le monde ce que tu as pris, tu le sais, on le sait, donc il faut amener. Les gens sont venus, il y en a qui sont venus, et ils ont essayé de comprendre le mécanisme, comment est-ce que les gens faisaient, tout. Donc ils ont réussi à avoir beaucoup de ressources. Avec vous, M. Diallo, imaginez qu'on demande aux gens, en fait, d'amener. Mais ils n'amènent pas tout de même. Non, on les met en prison, et puis, de toute façon, on n'a pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense que les textes sont là, il faut juste les appliquer. Par exemple, le président Bandaou, dans son discours, il a donné des gages forts par rapport à ça. Et pour parler de façon concrète, nous savons que dans notre pays, on peut dire tout ce qu'on veut de la justice, même si on dit que le parquet est aux ordres de l'exécutif. Mais moi, je pense que les textes qu'on a, l'actuelle constitution, donnent tous les artifices aux magistrats, au pouvoir judiciaire de faire exactement son boulot. Moi, je pense qu'il y a des dossiers. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Mais ça aussi, c'est pas forcément. Je me demande si c'est souvent un problème de texte. Je me dis que c'est peut-être un problème d'hommes et peut-être les gens qui ne font pas leur boulot. Mais moi, je pense que par rapport à la lutte contre la corruption, comme tu l'as dit spécifiquement, il y a des dossiers en cours.
Et depuis un certain nombre d'années, il y a des dossiers qu'on nous montre, il y a tel ou tel incohérent, tel ou tel montant ont été dilapidés ou bien ont été détournés. Le Mali, c'est le pays champion des enquêtes qui n'aboutissent jamais. C'est le pays champion des instructions qui sont toujours en cours. Moi, je pense qu'il faut donner des gages. Dans cette transition, c'est vrai, elle n'est pas là pour tout faire. Mais le Kokadje auquel on a assisté en 91, en 91, 92, moi, je pense qu'il faut... On a cette expression dans notre Bambara qui dit que Nima Choubou, Nima Tesraïni. Donc, vraiment, il faut donner des gages. Parce que la transition impulse le ton de ce qu'on veut demain. Si on est décidé à lutter contre ce fléau-là, il faut donner des gages et il faut prendre des mesures fortes. Il y a certains magistrats qui sont on peut les décharger des autres affaires civiles et en faire une priorité absolue pour se donner comme mission phare. Ça a été dit en 2014, même si ça n'a pas pu se faire, qu'on décrète cette transition, la lutte contre la corruption. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de dossiers en cours. On ne va pas remonter la route. Avec vous, c'est une dernière question de relance avec vous. Il y a des Maliens qui vont jusqu'à penser vraiment au retour de la peine de mort. J'aimerais vous entendre là-dessus. Parce qu'on est dépassé finalement. Imaginez, quelqu'un vole 1 milliard. Il y va faire 10 ans en prison. Mais attends, 10 ans, tu te reposes en prison, quoi. Et puis tu sors de prison, tu as ton milliard, et c'est toi qu'on va chanter, qu'on va louer, on va dire que c'est toi, ta maman qui a été une bonne mère, qui a été une bonne femme. Bref, c'est toi qui as tout, tu as la possibilité de t'offrir toute la belle vie avec le respect de la société. Comment on va s'en sortir avec ça? Moi, je pense qu'il faut juste agir. Par exemple, tu as parlé de la peine de mort. Moi, personnellement, j'y suis pour. Et dans certains pays, pour moins que ça, je pense qu'on tue des gens. Le trafic de drogue, même une certaine somme de corruption, on peut te passer par les armes. Et des pays développés. Hein. Donc, pour dire que moi, je pense que par rapport à ça, je ne dirais pas qu'il faut de la terreur, mais on a tellement de... C'est-à-dire tout est normé déjà, quoi, mais sauf que les gens ne font pas leur boulot. Mais moi, je pense que dans cette transition, et l'une des raisons fondamentales qui ont fait que le régime a chuté, et même le président, c'est parce qu'il y a eu trop cette mauvaise gouvernance, c'est vrai, mais il y a aussi cette corruption flagrante. Les gens ont bouffé de façon flagrante. Moi, je pense qu'on a tout pour relancer ces affaires-là. Et il faut donner des gages pour que les gens croient de nouveau à la justice, que les gens croient de nouveau en leur pays. Et c'est très facile de jeter ou bien de croire que tout est de la responsabilité de l'exécutif. Et moi, je pense que les magistrats aussi ont leur part de responsabilité là-dessus. Et que, je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, les magistrats avaient dit qu'ils avaient des dossiers sur les gens. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces dossiers-là, on n'a pas connu de suite heureuse. Ils ont tellement de matière qu'il faut juste qu'ils agissent, quoi. D'accord. Voilà. Docteur Toumagnon, alors, quelle énergie, quel moyen, quelle rage trouver, c'est-à-dire dans la lutte contre la corruption, contre l'impunité au Mali? Quelle est simple dénonciation, quelle est simple arrestation? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que finalement, on ne peut même pas dire que quelque part, nos textes ne sont pas tellement conformes à l'âme des Maliens? Parce que quand on prend par exemple un voleur, les Maliens, la solution elle est simple. Hein? Voilà, si quelqu'un n'intervient pas rapidement, la solution est simple. Est-ce que finalement, quelque part, bref, qu'est-ce qu'il faut trouver? Qu'est-ce qu'il faut trouver vraiment? En tant que sociologue, nous vous posons cette question-là. Écoutez, vous avez parlé de peine de mort. Moi, sincèrement, je ne suis pas partisan de la peine de mort. Je regarde dans les États américains où c'est pratiqué. Est-ce que ça a diminué la criminalité? Est-ce qu'il faudra évaluer et comparer, par exemple, ces États avec la France, où la peine de mort n'est pas appliquée? Je parle sous le contrôle d'un juriste. Donc, je ne suis pas partisan. De toute façon, je ne suis pas extrémiste dans ma pensée. D'accord? Donc, je ne suis pas partisan. Et je ne suis pas sûr. Il y a la prison, les gens continuent à voler. Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'existence de la peine de mort qui va, je ne suis pas sûr, mécaniquement jouer sur ça. Même si ça peut être dissuasif, mais bon, il faut l'appliquer. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. En fait, on évoque la peine de mort parce que, franchement, on est dépassé. On a tellement d'institutions de lutte contre tout ça. On a tellement de textes de lutte contre tout ça. Mais rien ne va. On a parlé de leaders. Moi, je reste convaincu que ça fait des décennies que notre pays n'a pas de leader. Nous n'avons pas produit de leader. Vous voyez, un peuple a besoin d'être guidé. Les Mali, ça fait des décennies qu'on n'a pas de guide.
Ça fait des décennies que notre pays, notre jeunesse n'a pas d'idéologie. Vous parlez d'émiettement, d'éclatement de la société malienne. Mais si on n'a pas de leader, si on n'a pas quelqu'un qui fédère, si on n'a pas d'idéologie, qu'est-ce qu'on fait? Les gens se rassemblent, ils vont vers la construction d'un État-nation. N'est-ce pas? Parce qu'ils croient à l'État-nation. Mais l'État-nation n'existe plus. Quand l'État-nation n'existe plus, qu'est-ce que les gens vont faire? Par mesure même de sécurité, ils vont retourner et repli identitaire. Et c'est ça qui se passe dans notre pays. C'est ça qui se passe dans notre pays. Et dans le comportement, vous parlez de comportement, mais le Malien ne pense plus collectif. Le Malien ne pense plus nation. Le Malien ne pense plus bien public. Il faudra réapprendre aux Maliens à respecter le bien public, à aimer le bien public. Aujourd'hui, vous l'avez dit, quand quelqu'un vole, on parle de lui, il est célébré, n'est-ce pas? Il faut que le Malien apprenne à être éternel. Éternel, c'est quoi? On disait quelque chose, tort. Il faut que Moroka tornini. Tornuma, bien sûr, tornuma. Donc il faut que Moroka tornini. Ni tort kadibi barake. Ni tort kadibi fasukanu. Et tu deviens éternel. Tout le monde parle de Sundiata. Tout le monde parle de ces. Nous sommes les descendants de Sundiata, nous sommes les descendants de Bambemba, etc. Parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils tornini. Ils avaient une idéologie. Ils ont été des leaders. Notre peuple manque de leaders. Donc, je pense que c'est une opportunité énorme pour les acteurs de la transition, pour le président de la transition, pour le vice-président de la transition, pour le Premier ministre, de s'inspirer de cela, de consolider notre peuple, notre nation, de consolider, je veux dire, toute la communauté nationale autour de ces valeurs-là. Et ils doivent vous montrer l'exemple. Il n'y a pas 10 000 chemins, ils doivent vous montrer l'exemple. Il faut réduire le train de vue de l'État. Il faut réduire drastiquement le train de vue de l'État. Si moi je suis nommé ministre, je n'ai pas besoin de 2 véhicules. J'en ai pas besoin. Donc il faut montrer l'exemple. Cela se passe aussi dans le temps. Il faut au niveau de nos écoles. Vous voyez, au niveau de l'école, l'année scolaire c'est 9 mois. C'est là où on apprenait, par exemple, moi, nous sommes les enfants de Sékouli, la ruralisation. Mais ça provoquait des métiers. Tout ce qui est... Voilà, donc il faut revenir à l'école, susciter des métiers, c'est-à-dire que toucher à la fibre patriotique pour permettre aux Maliens de connaître nos valeurs, de respecter le bien public et pour ériger une nation digne de ce nom. Quand vous êtes en Europe, vous allez voir un ministre. Moi, j'ai vécu à Bordeaux. Vous prenez Alain Juppé, il est dans la rue, il vient devant une boulangerie, il fait la queue, comme tout le monde. Ça, c'est un exemple formidable. Vous allez voir un ministre qui va prendre le transport public. Mais c'est une façon indirecte d'éduquer le peuple et d'avoir la confiance du peuple. Je pense que c'est en agissant sur ces actions qu'on peut provoquer le changement que nous souhaitons. D'accord. Ministre qui prend en fait un transport collectif, Alain Juppé qui fait la queue devant une boulangerie. Alors, M. Bathily, finalement, qu'est-ce que nous, nos hommes politiques, peuvent nous apporter dans l'avènement de ce Mali-Koura-là? Merci Robert. Je disais que nous sommes à notre 4e transition. Ouais. Ce qui traduit notre 4e échec. Nous sommes condamnés à veiller à ne plus échouer. Comme l'ont dit les militants ou les membres du CNSP par la voix de la présidente des femmes du MNSP, enfin M5, le jour où ils les ont reçus, que les militaires leur ont dit de veiller à ce qu'il n'y ait plus de 5e coup d'État au Mali. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon, mais ils étaient contraints par patriotisme. C'est comme une sorte d'état de nécessité. Mais pour autant, l'acte en soi n'est pas bon. Donc, ça veut dire que veiller à ce que les causes qui nous ont conduits à faire ce qu'on a fait ne se reproduisent plus, sinon d'autres feront les mêmes actes. C'est la leçon que je tire de leur conseil, message, quoi. De l'exposé de Diawara, il rappelait en réalité, nous juristes, on a une partie de sociologie. Et toute loi est le reflet en réalité de la sociologie. C'est pourquoi on dit à un juge, une loi fut-elle... Voilà.
La destination de toute loi est d'assurer la quiétude et l'harmonie dans la société. C'est la définition de la règle du droit. Donc, même une loi fut-elle juste, c'est ce qu'on dit à tout juge, une loi fut-elle juste, si dans son application elle est de nature à troubler l'ordre public, le bon juge s'abstient de l'appliquer, parce qu'il est contraire à la finalité. Donc, on a ça à ses côtés, sociologue. Il a dit 3 choses. La raison, l'affection, le besoin. C'est le programme de société, c'est le projet. Tout candidat doit avoir ça. À mon frère, l'homme politique, je suis heureux qu'il a pris. Chaque parti politique doit avoir en son sein un sociologue qui mène périodiquement des études de méditation sociologique pour informer le candidat afin de savoir quel type de société il prétend gouverner demain. Vers où elle est en train d'aller. Est-ce que la direction sur laquelle la société se trouve est-elle dirigée vers un issue idéal? Si oui, qu'est-ce qui favorise cela? Il conçoit son programme sur la base de ces facteurs positifs. Si la direction empruntée par la société n'est pas de nature à assurer un avenir meilleur, alors il sort, il fait un projet, il tire sur la sonnette d'alarme. Le programme de société, il s'appelle même ça, projet de société. Le projet de société doit être bâti sur la base de quoi? Chercher à savoir qu'est-ce que les gens aiment. Parmi ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui est bien pour eux et qu'est-ce qui n'est pas bien pour eux. Il faut étudier Socrate et Aristote qui le dit. Bon, mon nom faut dessous ani akli. Le cœur est la raison. Makoui. Ok? Donc toute chose que tu aimes et qui est capable de te porter vers le meilleur est le désir positif. Mais tout désir qui te conduit à l'abîme, au déshonneur, n'est pas le désir à se débarrasser. Ils en savent bien. Donc, et en cela, les besoins. Tu identifies les besoins de la société. Dans la société, les différents segments de la société. Les Maracas, les Malinké, les Dogons, selon les réalités géographiques, climatologiques et climatiques de leur zone, tu identifies et tu dégages une vision globale et dans ta lecture, chaque composante de chaque partie du territoire se retrouve dans ta vision. C'est ça le projet de société. Mais Robert, quel candidat te prépare ça? C'est pourquoi un vrai candidat doit avoir un sociologue comme conseiller, un psychologue pour savoir pourquoi les jeunes, on en a débattu sur ce plateau, pourquoi les jeunes aujourd'hui n'ont plus perdu la vue du sang. Nous, en notre génération, on est de 72, 73. Mais aujourd'hui, les jeunes se filment au cimetière. Pourquoi aujourd'hui on filme, on boit, on n'a plus honte de se trouver ivre dans la rue? C'est des études sociologiques qui permettent aux candidats de savoir qu'est-ce qui a dérapé dans la société et qu'est-ce qu'il faut. Tous les grands États bâtissent des politiques sur la base des statistiques. C'est cela. Mais va voir un candidat. Demande-lui il y a combien de crimes qui ont été commis durant l'année 2019. Ils ne savent pas les statistiques des commissariats. Ils ne savent pas aujourd'hui les besoins des ruraux. Ils ne connaissent pas. Le sociologue, les spécialistes en sécurité, les spécialistes en justice, les spécialistes en éducation, les spécialistes en santé. Le candidat doit avoir des spécialistes de tous ces domaines qui l'aident à avoir un aperçu réel et profond de chaque segment. Et c'est sur la base de ça qu'il fait un programme de société qu'il vient présenter au moment de la conquête du pouvoir. Au lieu d'un projet de société, on vient présenter quoi? De l'argent, des 4x4, du thé. Voici la responsabilité de la politique. Et ce n'est pas le texte, ce n'est pas Bandaou qui peut changer ça. Je suis désolé, il a dit, c'est des méthodes sociologiques. Et cela passe par quoi, comme il a dit? C'est par celui qui doit gouverner. C'est par le politique qui doit changer. C'est lui, quand il est aux commandes, qui doit veiller à ce que l'éducation puisse être redressée conformément à ce qu'il a promis à la société. À ce que l'économie puisse procurer du bien-être aux citoyens, conformément à ce qu'il a promis. Mais qu'est-ce qu'on assiste, comme tu l'as dit? La perpétuation du même mécanisme. Et tu dis, tout le monde est aujourd'hui étonné, personne n'est arrêté et personne ne rembourse visiblement ce qu'il est prétendu avoir détourné. L'un des obstacles, ou l'une des explications à cette inquiétude-là, se trouve dans l'article 91 de la Constitution de la Haute Cour de justice. Le 22 septembre, le colonel Goïta, en 30 secondes, a dit qu'il promet la lutte contre la corruption et qu'il garantit désormais que l'immunité ne sera plus un obstacle. Mais ça veut dire quoi? En 2 secondes. L'immunité ne sera plus un obstacle. Il s'agit de quelle immunité? Pas parlementaire, mais juridictionnelle. Parce que la Haute Cour de justice dit, c'est la Cour qui est compétente pour juger les présidents et les ministres
pour des faits constitutifs de crimes et de délits commis pendant leur fonction. Et la Haute Cour de justice est composée de qui? Des députés. Donc imagine que le député, le parti majoritaire à l'Assemblée, dont le ministre à l'énergie détourne l'argent destiné à développer le secteur énergétique pour qu'il soit jugé, et cet argent qu'il a détourné a servi à financer les campagnes de ces députés à l'Assemblée. Et c'est lui, pour qu'il soit jugé, il faut que ces députés décident de l'envoyer, de le mettre en accusation devant d'autres députés. Mais Robert, tu vois quel voleur livrer son confrère, son complice. Donc c'est là quand il dit ça, mais il ne peut le faire que par la révision, où il y a d'autres moyens. Le CNT, c'est pourquoi il a parlé du cas du Burkina. Le Burkina a profité de la transition. Comme nous, actuellement, nous sommes là-dedans, inspirons-nous du Burkina par rapport à notre réalité et améliorons les mécanismes. Ils ont pris des réformes, des lois pour réduire et lutter drastiquement contre la corruption. Par rapport à ce cas d'humilité, le Conseil national de transition qui va être l'organe législatif, ils pourront, sans modifier la Constitution, mais par une loi, changer la procédure devant. Par une simple loi. Changer la procédure. D'accord? Et changer la procédure. Mais ce qu'ils ne peuvent pas changer, c'est pourquoi moi je suis favorable à une véritable révision des constitutions. Et tiens-toi que l'article 92 dit pour que le juge, le député soit mis, il faut la majorité des 2/3, ce qui est vraiment très lourd. Donc Robert, si aujourd'hui tu voudrais véritablement enquêter dans les domaines, ne serait-ce que le détournement survenu au niveau de l'armée, mais prenons les différents ministres qui ont été de la défense, ils sont quasiment tous présidents de parti. Boubé Maïga, ministre de la Défense, président de l'ASMA. Tchema Iber, ministre de la Défense, président de l'UDD. Abla Idrissa Maïga, cadre de l'RPM. Donc bref, y compris le Bandao lui-même. Donc ça va être un peu compliqué. Donc pour moi aujourd'hui, il faut que la transition profite pour constitutionnaliser certaines mesures en vue d'empêcher chaque régime de changer les mariés. Un exemple, j'en aurais fini. Lorsque Tatamli a été nommé Premier ministre, il a pris un acte désormais, en soumettant désormais le poste de tous les directeurs de services publics à appel à candidature. Sur la base de cet arrêté, l'un des directeurs du point G a pu être directeur de point G. Mais il est arrivé en moins d'1 an. Il a pu gérer le budget de telle sorte que tu le recherches dans l'histoire. Mais quand il est arrivé, Boubé arrivait à nommer quelqu'un sans appel. Et le directeur sortant a saisi de son arrêté pour attaquer la décision du Premier ministre Boubé Soumaïla Maïga. Et la Cour suprême a fait droit à sa requête pour annuler la décision de Boubé de nomination et demander à ce que le monsieur qui a été choisi sur la base de sélection puisse être remis dans son droit. Le même lendemain, le Premier ministre Boubé a pris un arrêté pour annuler l'arrêté de Tatamli. Et pour nous ramener dans l'ancien système de nomination par voie directe du Conseil des ministres. Donc aujourd'hui, si on constitutionnalise ça et là, ça va empêcher les régimes de se servir des services publics pour promouvoir des cadres à d'autres fins que le développement du secteur et des hommes dont l'intérêt est lié à ce secteur-là. Nomination politique, exactement. Technique, je crois que vous ouvrez la voie à un autre débat comme ça. Alors, il ne nous reste que 2 minutes. 2 minutes. Alors, je vous donne à chacun... Le chronophage. Alors, je vous donne à chacun 30 secondes sur cette question. Les Malikoura, est-ce que vous y croyez? 30 secondes chacun. Merci beaucoup. Le Malikoura, j'y crois. J'y crois et je pense qu'il faut qu'on aille effectivement vers la refondation. Pourquoi aller vers la refondation? Parce qu'il faut que l'État se réconcilie avec la nation. Qu'enfin, l'État écoute l'appel de la nation malienne qui l'appelle de tous ses voeux depuis 1960 et qui jusque-là reste sans réponse favorable. Merci. Monsieur Diallo. J'y crois absolument. Et on n'a même pas le choix, on est obligé d'y croire. Et moi, je pense que le Malikoura auquel nous aspirons tous, je donne juste trois pieds sur lesquels ils doivent être bâtis, selon moi. Et c'est extrêmement important. Soyons des Maliens exemplaires, ayons un leadership. Le plus important, c'est le leadership. Ce pays-là a manqué de leader, on l'a dit ici. Et ayons une vision. Quel Mali voulons-nous? C'est extrêmement important. Quel Mali voulons-nous? Et donnons-nous les moyens pour atteindre ce Mali-là.
Et le changement que nous voulons, commençons par nous-mêmes. On a tendance à vouloir jeter tout le temps la pierre sur l'autre, mais commençons par changer nous-mêmes. Le nouveau type de Mali qu'on veut passe par un nouveau type de Malien, et cela commence par nous-mêmes. Merci, M. Diallo. Docteur Toumagnon. Oui, Mahatma Gandhi disait que soit le changement que vous voulez dans le monde. C'est-à-dire que si nous voulons le Mali courant, il faut que toi, dis ça, tu changes et que moi, je change. Que nous changeons nos pratiques. Mais en réalité, pour avoir un langage sociologique, tout va dépendre, c'est-à-dire que je crois pas, tout va dépendre des forces de changement et des forces conservatrices. Si on arrive que ces forces de changement arrivent à avoir le dessus sur les forces conservatrices, forcément notre pays va changer, avec la volonté de tous. Merci, Dr Toumagnon. Monsieur Bathily. Le Mali croix est possible, voilà. Le Mali croix est possible, comme tout est possible dans la vie, à condition d'y avoir la volonté. Le Mali croix est possible, il nous faut des instruments électoraux croix qui vont permettre, qui vont empêcher un candidat sans vision, un candidat sans vergogne, un candidat sans profession d'accéder au pouvoir sur la base de la démagogie du populisme et garantir l'accession des hommes éclairés, vertueux et travailleurs au pouvoir. C'est eux qui produiront le vrai Malien croix. Merci à M. Bathily. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, vous suiviez l'émission politique, le débat. Les Mali croyez-vous-y, avec M. Mahamadou Diouara, sociologue, Mahamadou Diouara, sociologue, chercheur, M. Abdraman Kaoudjalo, secrétaire à la communication du parti PACP, Parti pour l'action civique et patriotique, Dr Bakary Toumagnon, sociologue spécialiste en santé publique internationale et consultant, et enfin M. Youssouf Mohamed Bathily Ouras Bach, porte-parole du CDR, collectif pour la défense de la République. Et vous avez vu, hein, en tant que sociologue, alors je suis très content de voir que mon pays a besoin de sociologues. Mais alors, comment comprendre que tant de sociologues se trouvent quand même dans le chômage, quoi, voilà, au chômage. Alors, donc quelque part, c'est qu'il y a le besoin, mais qu'on ne sait pas, on ne sait pas se vendre. Alors, quel que soit le domaine dans lequel vous allez évoluer, je crois qu'il y a le besoin. On a besoin de vous. Le Mali a besoin de chacun de ses enfants. Il faut juste savoir à quelle porte taper et comment se vendre. On se donne un rendez-vous demain à 20h30 pour une émission Théma, et cette fois-ci avec les Maliens de l'extérieur pour voir ce qu'ils pensent de tout ça. Merci à toutes et à tous. Au revoir.